Le 21 mai 2026, le Sénat a sorti son rapport sur la commission d'enquête portant sur les marges des industriels et de la grande distribution. Les jours suivants, dans la presse, a été médiatisée la riposte des grands distributeurs comme Carrefour, Leclerc, Auchan. Les patrons de ces grands magasins ont aussitôt demandé qu'on leur laisse faire leur travail et qu'il n'y a pas de pratiques abusives dans les négociations avec les fournisseurs et dans les marges que pratique la grande distribution. Dans ces patrons, on peut ne pas connaître Alexandre Bompard, le PDG du groupe Carrefour, mais on connaît bien Bernard Arnault, qui était en capital dans ce groupe depuis 2007. Il est la première fortune française, car avec ses différentes actions et ses entreprises, il gagne environ 65 milliards par an, quasiment 2 SMIC à la seconde. Ou sinon, on a pu aussi connaître la famille Mullier chez Auchan, qu'on a pu découvrir grâce aux travaux d'investigation du service public avec Cache Investigation, Auchan, Decathlon, Les secrets d'une famille en or. Et prenons aussi d'autres exemples. Dans la grande distribution, il y a Lidl, par exemple, allemand, qui fait partie du groupe Schwarz Group de Dieter Schwarz, première fortune allemande en 2025, 37e mondiale, avec 41 milliards de dollars. Ou encore, à Cologne-Chémé, par exemple, Aldi, feu des frères Karl et Theo Albrecht, qui étaient les premières fortunes allemandes en 2010. Donc bref, il y a beaucoup de grandes fortunes autour de la distribution, et c'est d'ailleurs pour cette raison que Anne-Catherine Loisier, la présidente de la commission et sénatrice UDI, a commencé sa commission d'enquête en rappelant les pressions auxquelles elles ont fait face avec la sénatrice rapporteure sur cette commission des marges de la grande distribution. Messieurs, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Anne-Catherine Loisier, présidente de la commission d'enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution. Pour la présentation de ce rapport de la commission d'enquête sur les marges des industriels et des distributeurs. Je suis ravie de pouvoir vous faire part de résultats de nos travaux à toute l'équipe, à tous mes collègues de la commission, donc menée avec Antoinette Gull, avec laquelle nous avons travaillé en étroite collaboration et ce qui a permis, je pense, de profiter de l'expérience et des connaissances des uns et des autres. Donc avant de vous présenter les conclusions et les recommandations de ce rapport, je veux juste vous indiquer un peu le cadrage, la méthode de travail qui a été la nôtre. D'abord, une méthode bien sûr pluraliste, c'est la marque du Sénat, et surtout sans a priori, fondée sur l'analyse de faits et des documents qui ont été collectés, soit donnés directement, soit qu'on est allé chercher, c'est un certain nombre d'acteurs, avec toujours en point de mire la souveraineté alimentaire de notre pays, le partage de la valeur ajoutée entre producteurs, transformateurs et distributeurs, et l'intérêt de nos consommateurs dans un contexte d'inflation. Le tout en nous tenant autant que possible à l'écart de pressions qui sont nombreuses et puissantes dans ce secteur, surtout en période de négociation commerciale. Le summum étant la lettre comminatoire de la déléguée générale de la Fédération du commerce et de la distribution, adressée de la Fédération nationale de l'industrie laitière, qui, lors de son audition, a indiqué que ses adhérents envisageaient l'entrée en négociation avec les centrales de services comme un racket. La FCD a exigé de lui un démenti, au mépris donc de l'article 41 de la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Ces attitudes illustrent un mode de fonctionnement préoccupant et des relations commerciales qui nous interpellent, je crois, tous. Nos travaux ont été très suivis et votre présence nombreuse aujourd'hui en témoigne aussi, également donc par le grand public, puisque ce sont près de 6 millions de vues pour nos auditions. Nous avons entendu un peu moins de 200 personnes représentant des consommateurs, des spécialistes de la grande distribution, des filières producteurs, syndicats agricoles, responsables de l'autorité de la concurrence France-Europe, DGCCRF, les dirigeants de filières de distribution classiques ou alternatives, les responsables des achats des grands distributeurs, mais aussi les directeurs généraux et les directeurs commerciaux de l'industrie. Le tout donc au cours de 73 auditions dont la quasi-totalité a été diffusée en direct, en toute transparence, donc sur les réseaux sociaux du Sénat.
Le droit de communication de documents qui appartient au rapporteur a également, je l'ai dit, été largement exercé. Ainsi, ce sont plusieurs milliers de pages qui ont été reçues, exploitées, comparées, provenant donc d'entreprises et d'administrations qui ont, dans l'ensemble, plutôt bien joué le jeu. À noter tout de même 2 difficultés auxquelles nous avons été confrontés et dont vous avez pu être témoins lors des auditions. Tout d'abord, la peur, la crainte exprimée par la presque totalité des fournisseurs et aussi des représentants des filières agricoles, la crainte de subir des mesures de rétorsion de la part des distributeurs s'ils venaient à formuler des accusations devant la commission. Une forme en fait de loi du silence qui s'est traduite par des demandes quasi systématiques de huis clos. Et puis, par ailleurs, les réticences d'une partie des représentants de la grande distribution suite à nos questions, des réticences qui se sont traduites de 3 manières. Certains distributeurs, que je ne citerai pas forcément, mais on peut y revenir plus tard, ont tardé donc et montré une certaine mauvaise volonté dans les réponses aux questionnaires de la commission d'enquête. Plusieurs distributeurs ont également exercé des pressions par des intimidations que nous avons pu vérifier auprès des fournisseurs et par exemple des SMS juste avant d'être audités ou des appels téléphoniques à la suite de l'audition pour savoir ce qui avait été dit en huis clos. Le summum étant la lettre comminatoire de la déléguée générale de la Fédération du commerce et de la distribution, Madame Judith Juguet, adressée à François-Xavier Huard, président directeur général de la Fédération nationale de l'industrie laitière, qui, lors de son audition, a indiqué que ses adhérents envisageaient l'entrée en négociation avec les centrales de service comme un racket. La FCD a exigé de lui un démenti, au mépris donc de l'article 41 de la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Ces attitudes illustrent un mode de fonctionnement préoccupant et des relations commerciales qui nous interpellent, je crois, tous. Enfin, et plus globalement, les distributeurs et les grands patrons nous ont tous tenu un propos gommant toute aspérité. D'ailleurs, certains disent qu'ils connaissaient même les conclusions avant que nous les proposions ce matin. Donc, c'est peut-être qu'ils savaient ce sur quoi elles pourraient porter. Donc, c'était du genre circuler, il n'y a rien à voir. Des propos qui seront ensuite complètement infirmés, tant par les auditions des fournisseurs que par les documents saisis par Madame la rapporteure. Donc c'est pour sortir de ce jeu de rôle de qui dit quoi, qui dit le vrai, qui dit le faux, que la rapporteure, avec mon plein accord, a décidé d'exercer ses pouvoirs de contrôle sur place à plusieurs reprises, donc en nous rendant chez les acteurs de ces négociations commerciales. Force est de constater que depuis la première loi Egalim de 2018, la répartition de la valeur ajoutée, la juste rémunération des producteurs en sanctuarisant les coûts de production de la MPA, la transparence des négociations commerciales, le ruissellement du SRP plus 10 encaissé par les distributeurs sont au cœur des marges des agriculteurs, des industriels comme des distributeurs. Au final, Madame la rapporteure vous le dira, nous avons choisi de resserrer nos recommandations autour de 24 propositions en évitant à la fois le statu quo qui consisterait à dire et qu'on entend que tout dépend des consommateurs, que la guerre des prix est inévitable, que ce sont les industriels qui sont trop gourmands, que les agriculteurs ne sont pas assez productifs. Ce genre de posture n'apportera pas des solutions aux situations de tension que vivent aujourd'hui à la fois les agriculteurs, mais aussi l'industrie de transformation de l'alimentaire française qui connaît des défaillances sans précédent. Nous avons aussi essayé d'éviter le piège du tout réglementation parce que nous savons que les lois ne règlent pas tout et que en fait beaucoup se fait dans les pratiques du quotidien de ces acteurs, dans à la fois on le dit souvent le secret des boxes de négociation, mais pas que, les relations commerciales de ces acteurs au fil de l'eau et au fil de l'année. Donc la guerre de prix entre distributeurs, qui a été enclenchée par la LME de 2008, est aujourd'hui, on le voit, et c'est encore redit dans les discours des uns et des autres, érigée en dogme de protection du pouvoir d'achat. Pourtant, nous l'avons vu, parce que nous avons fait également une étude comparée avec nos voisins européens, tous ne pratiquent pas la guerre des prix, et pour autant protègent le pouvoir d'achat de leurs concitoyens. Merci Madame la Présidente. Antoinette Gull, rapporteure
de la commission d'enquête sénatoriale sur les marges des industriels et de la grande distribution. Cette commission d'enquête, c'est 6 mois de travaux. C'est des milliers de documents qui ont été reçus et analysés. Ce sont 190 personnes qui ont été auditionnées. Ce sont de nombreux huis clos qui ont été demandés par les industriels, souvent de peur de représailles. Le titre de cette commission d'enquête, c'est « Sur les marges des industriels et de la grande distribution ». La sénatrice rapporteure Antoine Gull, sénatrice écologiste, a alors révélé le chiffre de 40% de marge de la distribution, alors que les agriculteurs n'en reçoivent que 8%. Sur 100 € dépensés par le consommateur, les agriculteurs en perçoivent 8, les transformateurs et les industriels en perçoivent 14, 35 vont aux importations et plus de 40 reviennent à la distribution et aux services. L'argument des grandes surfaces est généralement de remettre la faute sur les industries agroalimentaires qui ont eux aussi pris une marge qui est trop chère, mais c'est pourtant pas ce qu'ont observé les sénatrices pendant cette enquête. Du côté des industriels, toutes les entreprises rencontrées étaient caractérisées par des rentabilités faibles. Et cela a des conséquences. Un exemple a été donné pour un produit 100% français, mais qui ne peut plus être conditionné en France aujourd'hui. Faute de marge suffisante, ils ont dû fermer leur usine qui transformait les artichauts pour faire des conserves d'artichauts. Eh bien aujourd'hui en France, nous n'avons plus d'entreprise qui fait des conserves d'artichauts. Nous n'en avons plus, c'est-à-dire que nos producteurs d'artichauts, qui eux continuent encore à être assez nombreux en Bretagne, eh bien doivent vendre leur production à l'étranger, en particulier en Italie, mais dans d'autres pays également, pour qu'après ça revienne ici en France. Et c'est ça en fait la perte industrielle que nous subissons et que nous allons subir à cause de cette guerre des prix. Et le plus écœurant, c'est que si le bio est vraiment plus cher, c'est qu'il y a en fait une surmarge sur ces produits sains pour en fait diminuer la marge sur des produits d'appel, des produits moins sains et qui permettent de faire appel, de concurrencer toute la distribution de circuits courts. Certaines enseignes utilisent par exemple les tomates d'importation à bas prix comme produit d'appel, puis reconstituent leur marge sur des tomates françaises. C'est ce qu'on appelle la péréquation des marges. Autrement dit, la guerre des prix ne protège pas durablement ni l'agriculture française, ni les consommateurs français. Elle masque en réalité une injustice entre les prix, puisque les produits les plus margés sont souvent les produits les plus sains. Je vais résumer ça en disant que c'est le rayon fruits et légumes qui va sponsoriser le Coca-Cola ou le Nutella. 35% des sous que nous donnons aux grandes surfaces va vers des filières d'importation. Depuis 2021, les prix de vente aux consommateurs augmentent davantage que les tarifs négociés aux fournisseurs. Et encore cette année. Qu'on me comprenne bien, il ne s'agit pas ici de faire du populisme, mais la grande distribution doit cesser de faire croire qu'elle se sacrifie pour protéger les consommateurs. Et uniquement pour ça, il y a bien sûr d'autres objectifs. En 2023, l'année après la nouvelle guerre en Ukraine, l'inflation causée par la montée avide de ces prix, avait été nommé Mars Rouge, le mois Mars Rouge. Et il faut ajouter à cela des procédés nouveaux qui avaient été montrés, le procédé trompeur de la shrinkflation, où on met dans des emballages moins de quantité de denrées alimentaires pour un prix identique. Les négociations avec les industriels sont alors encore plus coriaces, quand enfin les grandes surfaces ont leur propre marque distributeur. Parce qu'elle donne aux distributeurs le pouvoir à la fois d'être distributeur, mais aussi de s'octroyer ce luxe d'avoir ses propres produits. Et donc ça va contribuer à la guerre des prix, puisqu'en fait il est en capacité à la fois de poser le prix, de décider du prix de ses propres produits en marque distributeur et le prix des produits concurrents de cette marque distributeur. Et donc d'avoir un impact beaucoup plus important dans la négociation, puisqu'en fait, il a cette solution de repli qui est de vendre ses propres produits au lieu de vendre les produits des marques nationales. Bref, avec toutes ces astuces, on se retrouve à avoir des prix cassés et à avoir une souveraineté alimentaire française en déclin. Et tout ça accompagné d'une guerre médiatique. Moi, j'observe qu'il y a, par exemple, les distributeurs aujourd'hui accordent plus de 3 milliards à la publicité, chose qu'ils n'ont jamais faite dans le passé. Avant, les grands publicitaires que vous connaissez bien étaient les constructeurs automobiles. Aujourd'hui, ce sont les distributeurs. Donc, ils n'ont pas beaucoup de marge, mais en tout cas, ils en ont suffisamment pour investir massivement dans la publicité. La guerre est alors implacable
Par exemple, votre association de maintien de l'agriculture paysanne ou votre épicerie associative gérée par vos voisins ne pourra alors jamais se rémunérer comme se rémunèrent les patrons de grandes surfaces. Et lorsque l'on commence justement à regarder où va l'argent, les constats sont frappants. Nous avons demandé, par exemple, aux services fiscaux les déclarations des revenus des directeurs de certains magasins et nous avons constaté l'existence, dans certains cas, de revenus extrêmement élevés avec des patrimoines considérables. En 2024, ça allait de 1 million d'euros à 14 millions d'euros. Quand on regarde un peu plus dans le détail, nous avons des revenus hors plus-value, par exemple pour 2024, qui vont de 132 000 euros à 14 millions d'euros, et des plus-values qui vont, pour un tiers de l'échantillon, de 2,5 millions d'euros à 11 millions d'euros. Toujours sur cette évasion de capitaux, l'argent sort du territoire français pour aller vers des centrales d'achat basées dans certains pays d'Europe et qui sont non soumis aux lois Egalim du revenu juste pour les agriculteurs. L'écrasement des prix qui est obtenu par ces centrales européennes, eh bien, cet écrasement, il est répercuté en France, aux PME, en disant, non, l'entreprise, là, elle nous vend à X euros, vous n'allez pas nous vendre plus cher, donc vous allez baisser vos prix. Nous sommes dans un système où le rapport de force est structurellement défavorable aux fournisseurs. Aujourd'hui, en France, à l'achat, il n'y a que 3 alliances hyper dominante. Il y a Concordis qui va allier Carrefour et Coopérative U, c'est 34% de part de marché. Il y a Aura Retail qui va allier Intermarché, Auchan, Casino, c'est plus de 29% de part de marché. Et il y a Leclerc qui travaille seul et qui lui est à 24% de part de marché. Et donc c'est ça, cette hyper-concentration. Encore un autre levier de négociation, c'est le blocage des commandes. La première pratique généralisée et interdite, c'est la suspension des commandes pendant les négociations commerciales. Le principe est celui-ci, vous voulez faire plier l'industriel pendant la négociation, eh bien vous arrêtez de commander ces produits, et tant pis si ce sont des produits périssables. Quand on est industriel, eh bien c'est 40% de son chiffre d'affaires pendant 3 semaines, 1 mois et demi, 2 mois, que l'on ne voit plus jusqu'à ce qu'il cède en fait, en réalité, c'est ça, c'est jusqu'à ce qu'il cède. Parfois ces blocages de commandes sont prévus à des moments stratégiques de l'année. Il y a une pratique, par exemple, pour les fruits et légumes qui consiste à stopper la commande en pleine saison, de manière à remplir les chambres froides des producteurs de fruits, par exemple. Et puis, au bout de 5 jours, vous savez, ça dure pas très longtemps, la durée de péremption n'est pas très grande. Au bout de 5 jours, de dire, bien ok, maintenant on renégocie les prix et on reprend à la baisse l'ensemble des stocks. Et donc, ils récupèrent des stocks de fruits, etc., à des prix très très bas. Vous connaissez maintenant les centrales d'achat. Mais ce qui est moins connu, et c'est ce que la commission d'enquête sénatoriale a mis en lumière, c'est la présence de centrales de services qui permettent de réduire les bénéfices imposés par les groupes de grande surface. Alors à quoi ça sert justement ces centrales de services ? Tout simplement à faire passer à la caisse les fournisseurs en leur vendant des services et des jeux de données. En réalité, la plupart du temps, ces services ne sont pas souhaités par les fournisseurs, mais sont imposés par les distributeurs, sans quoi ils ne référencent pas les produits de l'industriel. Et ces services sont toujours à des coûts très très élevés et souvent disproportionnés par rapport au marché. Et au total, ce sont plus d'1 milliard d'euros qui sont interceptés par la grande distribution dans ce qu'il faut bien appeler un mécanisme de captation de la marge. La rapporteure Antoinette Guhl, rapporteure sénatrice écologiste, nous a donné un exemple de 40% du chiffre d'affaires évadé dans ces centrales de services. Si on y ajoute les services facturés par les centrales basées en France, parce qu'il y a aussi des centrales basées en France, c'est les centrales européennes, elles existent, mais il y a aussi des centrales en France, alors là, le coût total peut être faramineux. Et certains industriels nous parlent de 40% de leur chiffre d'affaires qui part en service. L'imagination, là, des distributeurs est sans limite. Les marges arrière, aujourd'hui, elles ont été réintégrées dans le prix. C'est cette histoire de 3 nets. Le prix compte une partie de ce qu'on appelle les marges arrière, mais en fait, en réalité, la créativité des distributeurs, ou plutôt des centrales d'achat et de services, elle est incroyable. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a eu les pénalités logistiques qui ont été encadrées par la loi. Eh bien, on voit apparaître des pénalités administratives. C'est-à-dire, à partir du moment où on régule quelque chose, eh bien, on voit apparaître une autre catégorie, soit de pénalités, soit de services, qui va venir, en fait, reconstituer ces sommes
que la grande distribution s'octroie et qui en fait est de la captation de marge. Bien sûr, nos grands magasins sont les seuls à avoir cette imagination sans limite et surtout sans limite politique ou citoyenne. Si la France se distingue là dans ce rapport, ce que nous pouvons dire, c'est qu'elle ne se distingue pas par une accumulation de règles législatives, c'est qu'elle se distingue par des pratiques absolument scandaleuses de négociation. Parce que cela n'arrive nulle part ailleurs. En fin de présentation de cette commission d'enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution, des propositions ont alors été proposées pour être discutées au Parlement. C'est pourquoi nous proposons plus de transparence. Alors, en rendant public chaque année la comparaison entre l'évolution des prix aux consommateurs et les tarifs négociés avec les fournisseurs, pour voir si effectivement il y a corrélation, et comme ça nous verrons bien si cette guerre des prix profite au pouvoir d'achat, d'instaurer un affichage obligatoire des marges sur les produits non transformés, c'est-à-dire sur le rayon fruits et légumes, afin que le consommateur sache s'il achète 1 kilo de pommes, quelle est la part qui revient réellement au producteur. D'imposer aux distributeurs une déclaration annuelle des flux financiers avec les centrales d'achat et de services européennes, parce que là il y a une grande opacité. À l'intention de ces grands patrons de sociétés de grande distribution, la rapporteure Antoine Guhl, sénatrice écologiste, a alors rappelé le fondamental du libéralisme, la concurrence qui n'est pas ce qui est constaté. La concurrence qui va aller servir in fine, soi-disant, le pouvoir d'achat, elle est tout à fait acceptée. On peut faire des trusts, on peut faire ce genre de choses, des alliances, représenter 40% de parts de marché sans aucun problème et sans être considéré comme générant un abus de dépendance économique, parce qu'en fait derrière, ce qui est sous-jacent, c'est ça va servir le pouvoir d'achat. Mais en réalité, lorsqu'on représente 40% du marché, eh bien on est dans une situation possible d'abus de dépendance économique et donc il faut le requalifier. L'objectif de cette enquête est la sécurité alimentaire, sécuriser la production en France pour pallier aux chocs économiques et écologiques futurs. Pendant que les industriels mettent en scène une guerre des prix artificielle sur quelques produits bien choisis, on évite de se poser les vraies questions. Qui produit réellement notre alimentation? Où est-elle transformée? Qui capte véritablement la valeur? Et quelle souveraineté alimentaire nous voulons encore préserver dans notre pays? Pour finir cet enregistrement, un message a été lancé vers le ministre de l'économie, Serge Papin, qui, rappelons-le, est ancien PDG du groupe Système U et président non exécutif d'Auchan France en 2024. C'est bien que le ministère de l'économie se saisisse en fait de ce sujet. C'est pour faciliter le rééquilibrage du pouvoir des négociations avec les producteurs. C'était ça en fait notre sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons, alors j'ai compris votre question, pourquoi on ne le fait pas nous-mêmes plutôt que de le demander. On va le demander au ministre. On veut que le ministre se saisisse de ce sujet et de ces questions. Ce sont des questions qu'il connaît bien puisque le ministre lui-même a fait partie de la grande distribution et a travaillé dans ce domaine. Donc, il est très, très au courant de toutes ces pratiques.